J'avais une forme de responsabilité pour mes filles et pour les autres enfants nés comme ça, de casser les fantasmes, casser les clichés, raconter la réalité des choses. Je pense que j'ai une vraie responsabilité d'intervenir dans... Pas du tout pour que la GPA soit légalisée. Je pense qu'aujourd'hui, l'état de la société française n'en est pas là. Elle est trop fragmentée, trop clivée. Il faut apaiser les choses plutôt que de les tendre. En revanche, je pense que ces enfants doivent être sécurisés. La loi le dit, mais elle le dit mal. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Les parents de ces enfants doivent être légalement leurs parents. Dans le cliché principal, on entend partout que les femmes qui acceptent d'accompagner des couples comme ça et porter leur enfant, elles sont instrumentalisées. Michel, qui nous a porté nos 2 filles, mais plein d'autres, considère que accompagner finalement un embryon, c'est comme être une super nounou, sauf que ça se passe in utero. Quand j'entends les gens de la Manif pour tous expliquer que ces pauvres enfants qui ne savent pas qu'il faut une mère et un père évidemment que ces enfants-là, ils ne sont pas idiots et qu'au contraire, on leur doit un devoir de vérité. Quand ils sont dans un couple homoparental, ils peuvent bien penser qu'ils ne sont pas nés de 2 hommes. Donc au contraire, ils savent même beaucoup plus tôt que les autres la façon dont on fait les enfants. Quand vous pensez que le Comité national d'éthique a rendu un rapport la semaine dernière pour dire à quel point c'était impossible de légaliser la GPA, ce que je peux comprendre, mais sans jamais avoir auditionné une femme porteuse ni un enfant né de GPA, ça paraît aberrant. Pour moi, c'était impossible parce que ça revenait à retirer un enfant à une femme qui l'avait porté pendant 9 mois et la payer pour ça. Donc je suis allé aux États-Unis pour bien m'assurer que cette voie-là n'était pas celle que je voulais entreprendre. Puis j'ai découvert un autre monde, un monde très réfléchi, très cadré, où ce qu'ils appellent la GPA éthique a donc été possible, non seulement sans traumatisme, mais avec une espèce de joie, d'amour, de bien-être absolu. Et les gens qui partent dans ce process, d'abord, sont évidemment tous consentants. Il y a un certain nombre de critères. D'abord qu'il s'agit de 2 femmes, une femme qui donne ses ovocytes, l'autre qui donne la possibilité de porter un embryon. Celle qui porte doit avoir au moins 2 enfants, un niveau social minimum. Vous choisissez la donneuse d'ovocytes dans un fichier. En revanche, pour la femme porteuse, l'agence vous met en connexion avec des gens qui ont plutôt vos profils et c'est elle qui vous choisit. On lui soumet un certain nombre de couples et elle fait le choix de celui qu'elle a envie d'accompagner. Oui, c'est un coût. Oui, c'est beaucoup d'argent, essentiellement d'ailleurs en frais médicaux, puisque ne serait-ce que l'accouchement, que vous prenez évidemment en charge, il coûte 20 000 $. Évidemment, pour moi, ça n'a pas été un sacrifice financier, même si ça a été un coût important, mais je n'ai pas dû renier sur mon quotidien. La réalité des gens qui ont recours à la GPA, bien souvent, ce n'est pas des gens qui vivent du tout dans l'opulence, mais pour qui le désir d'enfant est tellement fort, la souffrance de ne pas en avoir est tellement insupportable qu'ils sont prêts à sacrifier tout dans leur quotidien et trouver toutes les astuces pour pouvoir y arriver. Je ne suis pas l'exemple type, contrairement à ce que peuvent penser certains, d'une famille qui a recours à la GPA. Ce n'est pas un truc de bobo, comme on pourrait me le renvoyer dans la tête. 60% des enfants issus de GPA qui vivent en France le sont dans des couples hétérosexuels aussi. La caricature, c'est les couples gays qui ont de l'argent et qui font un caprice. Si ça, c'est un caprice, avec le chemin que ça nécessite et l'investissement émotionnel que ça représente, il faudra qu'on vienne me le raconter de plus près.